Bienvenue sur Tendance économique, un magazine de reportage et d'analyse des enjeux de la croissance économique sur le continent africain. Le volume global des échanges commerciaux a reculé de 16% au cours du premier semestre en 2020 au Cameroun. Les exportations ont chuté de 14% et l'indice global des cours des principaux produits de base a régressé de 42% entre janvier et avril 2020. Ce ralentissement des activités économiques est lié à la pandémie du Covid-19. Cependant, cette crise sanitaire offre également l'opportunité de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'extérieur et de promouvoir ce que d'aucuns appellent le patriotisme économique et la transformation locale des produits. Le Cameroun a-t-il une stratégie nationale de promotion du Made in Cameroun? Quels sont les enjeux géostratégiques de la transformation locale des produits et du patriotisme économique? Quelles sont les limites de cette stratégie qui est vantée à travers le monde? Pour en parler, je reçois sur ce plateau Toussaint Bokatongo. Bonsoir. Bonsoir, Cédric Nouffelé. Vous êtes expert en commerce et développement du secteur privé. Cette semaine, l'Assemblée nationale a organisé une journée en faveur du patriotisme économique. Des chefs d'entreprise ont exposé leurs produits locaux et les résultats de leurs innovations scientifiques devant les parlementaires. Première question, Toussaint Bokatongo. Que signifie patriotisme économique? Quel est le lien entre le patriotisme et l'économie dans une nation? Je pense que le patriotisme économique, en fait, vient de patriotisme, qui est en fait l'amour qu'on peut avoir pour son pays et l'économie qu'on connaît. Ça veut dire qu'en fait, lorsque nous posons des actes économiques, que ce soit la population ou le gouvernement, nous devons tenir compte de l'intérêt de notre pays. C'est-à-dire, on doit se poser la question avant de poser un acte économique, qu'est-ce que mon pays gagne quand je pose cet acte? En gros, s'il faut résumer, c'est en gros ça. Donc, les politiques qu'on peut mettre en route pour essayer de lancer des projets économiques qui puissent assurer non seulement la viabilité de l'économie du pays, mais également l'enrichissement des populations. Vous observez l'évolution de l'économie camerounaise depuis de très nombreuses années. Est-ce que vous avez le sentiment que ce patriotisme économique est intégré dans la stratégie de croissance économique impulsée par le gouvernement au Cameroun? Non, pas assez, parce que souvent nous reprochons au gouvernement ou alors à l'État d'être un État, je dirais, rentier, c'est-à-dire qui attend que les choses viennent. Nous aimerions qu'il soit plus un État stratège, c'est-à-dire qui prenne les devants. Quand vous dites un État rentier, à quoi vous faites référence concrètement? Comment cela se traduit à travers des exemples concrets pour permettre aux téléspectateurs de comprendre? Non, un État rentier, ça veut dire un État qui en fait ne prend pas beaucoup d'initiatives, mais attend surtout les ressources, c'est-à-dire attend la douane, il se met au niveau de la fiscalité de porte, on attend les entrées, on attend les impôts, etc. Donc, ce que je veux dire, c'est que on n'a pas vraiment de stratégie, par exemple, pour réellement développer le secteur privé. On attend surtout que le secteur privé apporte des ressources. C'est en fait ce que je dis. Donc, l'État ne doit pas tout simplement être un rentier, il doit devenir un stratège. Je vous en prie, Toussaint. Il y a des politiques économiques qui ont été plusieurs fois élaborées par le gouvernement et s'est appuyé sur son document de stratégie pour la croissance et l'emploi, la vision pour l'émergence à l'horizon 2035. Est-ce qu'à travers ces différentes stratégies, vous avez vu un intérêt pour le secteur privé, un intérêt pour ce patriotisme économique? Bien, c'est bien ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il faut déjà que le secteur privé lui-même ait ce patriotisme-là. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il est quand même embêtant que dans un pays comme le Cameroun, un pays qui est baigné par des cours d'eau, on dit souvent que le Cameroun est dans l'eau, que dans ce pays-là, nous exportions autant de poissons, par exemple. Hein? Je prends les chiffres de 2016. En 2016, pour acheter du poisson et je dirais du riz, nous avons à peu près dépensé 400 milliards. Hein, c'est beaucoup. Alors que nous avons toutes comment on appelle les ressources humaines et les ressources foncières pour développer une riziculture. Nous avons de quoi développer une aquaculture ou une pisciculture.
Vous comprenez? Donc, importer autant de poissons alors qu'on peut en produire, alors qu'on peut en élever, ça pose un problème. Mais en fait, quel est le problème? Le problème, c'est que comme nous travaillons avec le franc CFA, nous travaillons avec un franc CFA qui nous donne une sensation, en fait, de puissance. On se dit, mais pourquoi produire alors qu'on peut acheter? Mais c'est une erreur. Donc, nous devons inverser. Avec la pandémie, on a compris que les choses devaient changer, puisqu'il suffit que les frontières se ferment. Tout de suite, on a des problèmes d'autosuffisance. Tout ça, pourquoi vous estimez que l'utilisation du franc CFA donne un sentiment de puissance aux pays africains et que cela traduit plutôt une erreur stratégique? Non, ce que je veux dire, c'est que quand vous avez une monnaie qui ne correspond pas en fait à votre réalité économique réelle, parce que en fait le CFA est très fort, il est vraiment c'est pratiquement de l'euro. Donc avec une telle monnaie, on tend à la facilité. Vous comprenez? Donc on peut se dire, contrairement à d'autres pays, bon, on a les moyens d'acheter puisque la parité avec l'euro fait que finalement les marchandises paraissent moins chères. Mais au fond, ça ne développe pas un pays. Le fait d'importer, qui va trouver de travail à vos enfants? Vous avez dit que le patriotisme économique induit la mobilisation de l'État, des collectivités territoriales décentralisées et des entreprises dans le but de développer la compétitivité des entreprises camerounaises dans le contexte actuel où il y a un renforcement de la concurrence. Le Cameroun a mis sur pied des agences visant à améliorer la compétitivité des PME, également des banques pour accompagner et structurer les PME dans leurs activités. Pourquoi ça ne marche pas? Ça peut ne pas marcher parce que d'abord vous pouvez avoir un problème d'homologation. Je prends un exemple. Vous êtes un industriel, vous développez un projet, un produit, vous voulez le mettre sur le marché. Il faut le faire homologuer. Ça, je le vis par exemple aujourd'hui parce que je crois que vous en avez déjà parlé. J'accompagne des startups. Nous avons aujourd'hui une startup qui développe des véhicules électriques à base de photovoltaïque. Jusqu'à présent, l'opérateur n'arrive pas à obtenir une homologation du ministère du Transport. Mais il a exporté, parce que justement, on voulait présenter ce véhicule lors du sommet France-Afrique. Qui a été reporté au premier semestre 2021. Voilà, donc on a exporté ce véhicule, et ce véhicule fabriqué au Cameroun est homologué en France alors qu'il ne l'est pas au Cameroun. Comment expliquer ça? Que la France réussit à homologuer un produit fabriqué et inventé au Cameroun et que le Cameroun, lui, traîne les pieds pour procéder à une homologation de ce produit afin qu'il puisse y être écoulé sur le marché domestique. Voilà, donc ce sont ces lenteurs administratives-là qui peuvent pénaliser vous les entrepreneurs. C'est une question, c'est une curiosité. Il faudrait d'ailleurs que j'en parle avec le ministre Ngalebi Beye, qui est quelqu'un qui vient du secteur privé. Est-ce que vous avez des arguments de la part des pouvoirs publics pour justifier les lenteurs dans le processus d'homologation de ce produit? Oui, disons qu'en fait, le problème, c'est que, vous savez, les fonctionnaires ne perçoivent pas forcément les choses comme au niveau du secteur privé, mais on perd du temps, puisque, vous avez bien vu, au niveau, ce dossier a été retenu pour comment on appelle encore ça, le sommet France-Afrique. C'est-à-dire que lorsqu'on l'a présenté à Madame le secrétaire général du sommet France-Afrique, qui est passé ici nous voir, elle a trouvé que c'était quelque chose de génial et qu'il fallait accélérer. Mais ce que nous ne percevons pas. Vous comprenez? Mais il n'y a pas que ça, parce que sur ce sommet-là, je devais accompagner plusieurs start-up. Et il y a une start-up, par exemple, vous voyez, au Cameroun aujourd'hui, on importe des pommes de terre. On importe des pommes de terre, par exemple, sous forme de frites ou de chips. Donc, des ménages vont acheter dans des supermarchés, des ménages camerounais, des frites de pommes de terre surgelées. Alors, il y a un jeune Camerounais qui a mis un système pour commercialiser de la pomme de terre, de la frite de pomme de terre, au niveau continental. Mais, pour le moment, il a du mal à être perçu ici. Mais il a gagné, par exemple, un concours de jeunes entrepreneurs en Suisse. Quelqu'un qui, en fait, il n'a jamais mis les pieds en Suisse. On lui a demandé d'envoyer son dossier pour voir un peu comment c'était perçu à l'international. Et il a été premier. Ça s'appelle les Galets du Rhône.
C'est une compétition qui se passe en Suisse chaque année. Le même jeune homme, le même start-upper a été primé par la fondation Tony Elumelu, puisqu'il y a le projet Tony Elumelu PNUD, qui consiste à mettre le pied à l'étrier à 100 000 jeunes entrepreneurs en Afrique sur les 10 prochaines années. Pour un tel projet comme ça, qui permettrait de réduire le déficit de la balance commerciale au regard de l'importation des produits alimentaires, les difficultés rencontrées au Cameroun, ce sont lesquelles concrètement pour un start-upper qui a un tel projet dont on voit la rentabilité dès la présentation du business plan, la difficulté se trouve à quel niveau? Ah oui, mais surtout que là, c'est fondamental, parce que lui, ce projet consiste à faire, quand on dit de la frite ou bien des chips, on ne comprend pas. Mais on ne se rend pas compte qu'on peut faire 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires en vendant des frites. L'exemple de McDonald's doit pouvoir vous parler au niveau de la restauration rapide. Donc, c'est un peu ça le problème. Mais il y a un problème de financement. En ce qui concerne ce projet, par exemple, de pommes de terre, on a eu des difficultés. Mais là, apparemment, le dossier est quand même pris au sérieux actuellement par la Banque des PME. Donc, on espère que ça aboutira rapidement. Donc, maintenant, je vous ai montré les problèmes administratifs, je vous ai montré les problèmes de financement, mais il y en a beaucoup d'autres. Alors, il y a cette question de la dépendance du Cameroun vis-à-vis de l'extérieur concernant les produits alimentaires. La demande domestique en riz, par exemple, est de 576 000 tonnes. Par contre, la production moyenne par an est de seulement 140 000 tonnes de riz au Cameroun. Dans un contexte de crise sanitaire où les pays tendent à se refermer sur eux-mêmes pour leur production nationale, est-ce que le Cameroun a, lui, intérêt à continuer à se tourner vers l'extérieur? Toussaint Boka. Non, je crois qu'il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on développe la riziculture. Il faut qu'on trouve du travail aux jeunes. Pareil pour le poisson. Il faut transformer tous nos bas-fonds en étangs piscicoles. On peut faire de la pisciculture dans les étangs, on peut la faire hors sol. Et à ce niveau, il faut quand même reconnaître que le gouvernement a eu une initiative pour le poisson. Le gouvernement a créé au sein du Minepat ce qu'on appelle le programme Agropole. Le programme Agropole a fonctionné, je crois, de 2010 à 2000, je pense, s'arrête cette année, si je ne me trompe pas. Ça a poussé un peu les entrepreneurs dans le domaine de la pisciculture. Il doit être amélioré, c'est clair, mais au moins, on a vu des choses. Il y a eu ici, d'ailleurs, au niveau de Douala, je crois, 30 km d'ici, un projet à Masumbu, un projet qui est piloté par d'ailleurs des parlementaires, puisqu'on parlait du Parlement, les parlementaires Yoshua aussi et Alberto Collins. Donc bon, pour le moment, ça n'a pas beaucoup avancé parce qu'il y a quelques petites incompréhensions, je crois, parce qu'en fait, on devait déjà être entré en phase de production. C'est pas encore le cas. Mais ces chefs d'entreprise camerounaises qui fabriquent et transforment des produits sur place, qui innovent dans d'autres domaines scientifiques, se plaignent de n'avoir aucune visibilité sur le marché camerounais, un marché qui est complètement dominé par des produits importés. C'est de la responsabilité de qui concrètement de veiller à la promotion des produits made in Cameroun, Toussaint? Non, il faut simplement, il faut pas seulement se limiter à la promotion. Il faut que les produits soient promus, mais il faut d'abord que les produits soient de bonne qualité. Alors, pour que les produits soient de bonne qualité, il faut que ces produits respectent les normes. C'est pour ça qu'on a créé l'agence de normalisation. Alors, lorsque vous avez une agence de normalisation, c'est un problème social. Ça veut dire qu'il faut que les utilisateurs, les consommateurs sachent de quoi on parle et les entreprises. Au Cameroun, c'est un peu coincé sur ce plan-là. Regardez ce qui est en train de se passer, par exemple, pour la Covid-19. On a dit, on fait des masques. On a dit, on crée une norme. La NOR a créé une norme, je crois, 2970. Et cette norme est rendue d'application obligatoire. Une norme d'application obligatoire, ça veut dire qu'on a le devoir d'avoir un certificat de conformité avant de mettre un masque sur le marché. Mais regardez le désordre qu'il y a au niveau de la production des masques. Chacun met son masque, le produit, le commercialise, etc. Et quelles sont les conséquences du non-respect, justement, des normes comme celle-là? La conséquence du non-respect, c'est que, bon, en fait, c'est le pays qui dit, moi, je veux protéger mes citoyens.
C'est le pays qui dit, bon, j'élabore une norme, et à ce moment-là, si jamais il y a des accidents, parce que la norme n'est pas respectée, alors qu'elle est obligatoire, c'est de la responsabilité de l'État. Donc, c'est pour simplement dire que si vous commencez pour des choses comme celles-là, qui sont fondamentales, comme la maladie, à ne pas respecter la norme, pourquoi voulez-vous que demain, les boulangers respectent la norme? Il y a une norme du pain. Hein. Mais, donc, c'est culturel. Donc, c'est un peu ça. On a le sentiment que la Nord est toute seule dans cette bataille pour le respect des normes. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une synergie gouvernementale pour veiller à ce que les produits locaux transformés respectent les normes et que les entreprises qui s'y attellent ont les outils de production et les moyens nécessaires pour parvenir à des produits finis compétitifs sur le marché? Oui, bon, disons que j'ai suivi par exemple la normalisation dans le domaine dans la filière bois. Vous me voyez en noir, j'ai perdu mon épouse. Mon épouse était architecte et a travaillé dans l'élaboration des premières normes dans le domaine de l'ameublement au Cameroun et de la construction. Alors, vous vous rendez compte que si les menuisiers ne se mettent pas à respecter les normes, il sera difficile aussi qu'on leur donne des marchés publics. Donc les gens sont en train de dire oui, mais le gouvernement importe, etc., des meubles, etc. Mais pour que le Cameroun utilise dans ses bureaux des meubles où des gens viennent du monde entier s'asseoir, des chaises par exemple, il faut que ce soit des chaises d'une certaine qualité. Donc je pense que si les entrepreneurs, les menuisiers ne se mettent pas à niveau en respectant les normes, ils auront du mal à gagner des marchés publics. Donc c'est un peu ça, c'est ça la contrainte en fait. Comment donc accroître le niveau de transformation des produits, des matières premières au Cameroun dans ce contexte-là? Comment aller vers une amélioration, un renforcement de la transformation locale des matières premières au Cameroun, comme le bois, comme d'autres matières premières que le Cameroun exporte en produits bruts vers l'étranger? C'est ça, c'est-à-dire qu'avoir cette culture-là, c'est-à-dire cette culture de la qualité, c'est incontournable. Aujourd'hui, si vous voulez vendre, il faut que vous ayez des produits de qualité. Donc, l'État a le devoir de faire respecter les normes. Et les entrepreneurs doivent également tout faire pour essayer de les connaître. Parce que, à quoi ça sert finalement d'élaborer et d'homologuer des normes que personne ne respecte? Absolument rien. Au contraire même, c'est contre-productif. Donc, mais pour certains entrepreneurs, le respect des normes requiert des charges supplémentaires, des coûts supplémentaires qui vont permettre à ce que le prix de vente du produit soit plus élevé que les produits importés qui sont plus ou moins subventionnés lorsqu'ils arrivent sur le marché camerounais. Résultat des courses, les entreprises camerounaises peinent à écouler le produit face à une concurrence agressive de la part de ces produits importés. Quel rôle le patriotisme économique peut jouer dans ce cas? Quel rôle doit jouer l'État à ce moment précis? Oui, non, le patriotisme économique ne doit pas consister à, à aller vers la facilité. Hein. Donc, il faut vraiment être rigoureux. Nous n'avons pas le choix. Nous devons être rigoureux et tout faire pour que notre pays puisse gagner des marchés à l'extérieur. Parce qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est une norme. Une norme, ça permet simplement de fonctionner et de commercer de la manière la plus simple et la plus fluide possible. Pourquoi? Je prends par exemple, quand vous travaillez, vous utilisez quoi? Vous dites à quelqu'un, à votre collaborateur, apporte-moi ici, on dit souvent, apporte-moi un format. En fait, quand on dit apporte-moi un format, apportez-moi un papier format A4. Généralement, c'est le format A4 qu'on utilise. Mais le format A4 est une norme. S'il n'y avait pas des gens qui avaient réfléchi pour se dire il faut qu'on s'entende sur les dimensions des papiers qu'on utilise, et après, donc, tout ça a un impact sur les enveloppes, etc., etc. Donc, si les gens n'ont pas perçu ça, nous n'aurons pas la possibilité, par exemple, de bénéficier du grand marché panafricain qui va s'ouvrir bientôt.
Nous n'allons pas profiter des marchés européens qui s'ouvrent à nous à travers des accords de partenariat. Nous n'allons pas profiter du marché américain avec l'AGOA. Donc, pourquoi voulez-vous qu'on se contente à vouloir vendre à 22 ou 23 millions d'habitants alors qu'on peut vendre à la planète entière? Le Cameroun a cette ambition à travers son plan directeur d'industrialisation qui a été adopté depuis près de 3 ans. Est-ce que vous avez le sentiment que les stratégies évoquées dans ce plan d'industrialisation ont commencé à être implémentées jusqu'aujourd'hui? Oui, mais très lentement. Disons que on a beaucoup travaillé dessus avec Célestin Donga, paix à son âme. Mais je pense que le gouvernement n'a pas encore pris la mesure de ce que c'est qu'un vrai plan d'industrialisation. Quand ce sera fait, ça ira tout seul. Disons qu'on a déjà aujourd'hui, on sait déjà dans quel domaine aller, l'agroalimentaire, la transformation du bois, etc., etc. On sait que tout ça, ce sont des choses sur lesquelles, la chimie, sur lesquelles on peut faire des choses, etc. Mais maintenant, pour la mise en place, il faut vraiment qu'il y ait des stratèges. Vous comprenez? C'est-à-dire que, quand je dis des stratèges, aussi bien au niveau de l'État qu'au niveau du secteur privé, vous savez, c'est aujourd'hui qu'on comprend peut-être ce que disait Feu Fotso, qui était président du JICAM, quand il parlait de un patron, une plantation. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. On n'arrive toujours pas à le faire, mais c'est ce qu'il faut faire parce que la Covid-19 nous a montré que vous faites attention. Si vous ne faites pas attention, vous finirez par mourir de faim. Si effectivement les gens avaient cet esprit-là de développer l'agriculture, je ne crois pas qu'on serait aussi gros importateurs de riz. Alors, c'est pareil aussi pour le poisson. Est-ce que le fait que les importateurs, les gros importateurs ne pensent pas à se lancer, comment on appelle ça, dans la pisciculture, on devrait quand même se poser des questions. Est-ce que le gouvernement lui-même a développé des mesures incitatives pour amener les acteurs économiques à s'investir dans ces filières qui sont porteuses de croissance? Mais bien sûr, puisque les opérateurs le savent. Les opérateurs savent bien, ceux qui importent aujourd'hui le poisson, savent bien que s'ils essayent de faire la promotion de la pisciculture, ce poisson d'eau douce qu'ils vont produire, il va bien falloir, s'ils le produisent, qu'ils le vendent. Mais ils ont déjà le réseau de distribution et ils ont la chaîne du froid. Donc en fait, c'est eux qui devraient se lancer dedans. Et c'est à eux donc d'avoir ce patriotisme économique en se disant, mais n'est-ce pas trop facile simplement d'importer alors que quelque part on pourrait produire? Parce que cet argent-là, il sort en devise. Vous le sortez en devise pour acheter du poisson. Alors, imaginez ce que vous pourriez faire avec, quand je vous dis, je prends les chiffres de 2016, imaginez ce que vous pouvez faire avec 400 milliards en devises. Si jamais vous pouvez vous nourrir vous-même, cet argent-là peut donc servir à acquérir des équipements, par exemple, pour booster l'industrie. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est comme un peu un fait partout, c'est-à-dire que quand quelqu'un importe du chocolat, par exemple au Cameroun, il faudrait que l'argent pris pour importer le chocolat, une partie serve à renforcer la filière cacaoyère du pays. Vous comprenez? Justement, le gouvernement s'est donné pour mission de relancer les grandes filières d'exportation, là où le Cameroun a des avantages comparatifs. Pour vous, au regard des leçons à retenir de cet impact économique du Covid-19, quelles sont les filières prioritaires où le gouvernement doit investir davantage son attention pour permettre à ce que ces filières se développent davantage, créent davantage d'emplois et de la richesse pour le Cameroun? Ah oui, bon, mais ce sont des grandes filières, comme vous dites. Café, cacao, bien sûr, mais en poussant au maximum la transformation, c'est-à-dire au lieu de vendre du cacao en fève, essayez plutôt de vendre du beurre ou de la poudre de cacao. Mais une usine à produire de la poudre de cacao coûte très cher. Donc, il faudrait que l'État essaye d'appuyer les industriels qui s'y lancent. Bon,
Je connais un peu la filière parce que je travaille sur le dossier avec le groupe Onobiono qui est en train justement de se lancer à travers Quantum Coco dans la transformation du cacao. C'est une très bonne filière, mais il faudrait simplement que le Cameroun y mette du sien. Il y a déjà des acteurs camerounais dans l'agroalimentaire, mais ils se plaignent que dans les espaces de distribution, il y a la mainmise des multinationales qui accordent la part belle à leurs produits importés et non aux produits du terroir. Comment promouvoir le Made in Cameroun, sachant qu'il y a une expertise camerounaise qui est en train de se renforcer au fil des ans? Toussaint Boka. Mais je pense que c'est peut-être parce qu'on parle de produits, c'est-à-dire de marchandises. Mais si on parle de services, peut-être que ce serait peut-être vu autrement. C'est-à-dire que, regardez avec la Covid-19, ce qu'on a eu dans notre système éducatif. On se retrouve avec des classes en mi-temps, etc., avec la distanciation sociale, etc. Donc, tout le monde essaye de faire du e-learning. Je prends un exemple. Alors, le e-learning, en réalité, pose des problèmes parce que déjà, tout le monde n'est pas équipé. Et en plus, les logiciels qu'on utilise sont les logiciels étrangers. Ça veut dire que qu'est-ce que les élèves ou les professeurs peuvent faire, c'est essayer de travailler avec WhatsApp, par exemple. On envoie les devoirs, les enfants retournent. Mais il est possible de faire des classes virtuelles. Il est possible que le professeur et l'élève puissent interagir, c'est-à-dire que le professeur puisse aller sur un tableau numérique, pas qu'on le filme en train d'écrire au tableau normal. Non, son tableau est dans l'ordinateur. Donc, toutes ces techniques-là, il faut les développer. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que nous essayons une expérience. Nous sommes en train d'essayer de mettre une plateforme numérique en expérimentation au niveau du lycée Jos. L'intérêt, c'est quoi? L'intérêt, c'est que à partir de ce moment-là, on n'utilise plus les supports des autres, on utilise nous-mêmes nos propres supports conçus pour nous et correspondant exactement à nos propres réalités. Et c'est pour dire simplement que demain, si jamais cette plateforme, cette expérience est concluante, le Cameroun pourrait développer une plateforme numérique pour toute l'Afrique. Toussaint Boka-Tongo, patriotisme économique au Cameroun, pour vous, quels doivent être les axes de mise en œuvre d'une telle stratégie pour aller vers la construction des champions nationaux camerounais? Effectivement, la notion de champion est fondamentale. Ça veut dire que dans toutes les économies, que ce soit au Japon, que ce soit en France, partout, les gens commencent peut-être souvent comme des entreprises familiales, mais dès que l'État se rend compte qu'il y a un potentiel, il faut accompagner les acteurs. Et c'est ce qui manque. C'est-à-dire qu'on a tendance plus à mettre les bâtons dans les roues que pousser les acteurs. Alors que quand ce compatriote devient grand et gagne des marchés, il le gagne pour le pays. C'est ce qui se passe avec nos amis Dangote. Quand par exemple Aliko Dangote vient au Cameroun, etc., qui gagne? C'est le Nigeria aussi qui gagne. Donc le Nigeria le pousse. Donc, il faut qu'on arrive à ce niveau-là. Et c'est comme ça que les Coréens ont fait, c'est comme ça que les Japonais ont fait, toutes les grandes marques japonaises, etc. C'est comme ça. C'est-à-dire que lorsque un président de la France, par exemple, va à l'étranger, il se transforme tout de suite en VRP vendeur, représentant placier, en VRP de Dassault. C'est comme ça que ça marche pas autrement. Et pour vous, au Cameroun, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire concrètement pour mettre le secteur privé en avant dans sa stratégie commerciale, dans l'objectif de réduire le déficit de la balance commerciale au Cameroun? Donc, je pense Quand on parlait d'accompagnement, qu'est-ce que les PME attendent concrètement en termes d'accompagnement de la part du gouvernement camerounais? Déjà, d'être pris au sérieux. On ne demande pas par patriotisme économique d'inventer ou de créer des hommes d'affaires par décret. Non. Il s'agit de sélectionner les hommes d'affaires les plus percutants, les plus visionnaires pour les accompagner de manière crédible. Voilà. Donc, c'est pas du saupoudrage. Merci Toussaint Boka-Tongo. C'est la fin de cette émission. Je précise que vous êtes
expert en commerce et développement du secteur privé. Merci d'être venu sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie, monsieur Nofeli. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi. Rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle édition de Tendance économique.